OK. Bonjour, l'émission spéciale de Radio Arménie aujourd'hui sera consacrée à Rouben Teminassian. Rouben Teminassian avec à l'antenne Taline Terminassian qui se trouve être la petite fille de Rouben Terminassian, mais Taline Terminassian est professeur des universités à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, à Paris, où elle enseigne l'histoire contemporaine de la Russie et du Caucase. Elle est directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques au Centre de recherche Europe-Eurasie créé, et elle a publié, entre autres, les colporteurs du Comintern, l'Union soviétique et ses minorités au Moyen-Orient, et de nombreuses autres études, livres et des romans géopolitiques. Mais nous allons parler aujourd'hui du personnage de Rouben Derminassian et de son époque, son œuvre et son époque. Donc Rouben Derminassian, bonjour Taline d'abord. Bonjour, merci Hilda de cette invitation. Euh, Taline, donc Rouben Derminassian s'appelait en fait Minas Terminassian. Il est né en Akhalkalak, dans l'Empire russe, en 1882. Il est né dans une famille originaire d'Erzurum, dans une famille arménienne originaire d'Erzurum. D'ailleurs, les habitants d'Akhalkalak et d'Akhaltsikha sont essentiellement des gens originaires d'Erzurum. Ils ont émigré au 19e siècle, à partir du 19e siècle, dans cette région en Géorgie aujourd'hui. Donc, il a fait ses études à Etchmiadzin, ses études au séminaire kevorkian d'Etchmiadzin. Ensuite, il est allé à l'Institut Lazarev d'études orientales de Moscou et il est entré dans l'armée russe. On va peut-être revenir un peu sur ces épisodes qui nous paraissent un peu exotiques aujourd'hui, hein. Un Arménien qui va faire, qui devient officier ou qui entre dans l'armée russe à l'époque. Donc ensuite, il retourne au Caucase, il rentre à la Efera Tashnaktsutiun, à la fédération, à ses débuts d'ailleurs, hein, à la fédération révolutionnaire arménienne dite Tashnaktsutiun, qui était à l'origine la fédération des révolutionnaires arméniens, et on va parler de ce mouvement révolutionnaire arménien si vous le voulez bien. Il va à Kars et comme tous ses contemporains qui sont rentrés dans le mouvement révolutionnaire arménien, il va au Yezgij, c'est-à-dire en Arménie turque, en Arménie de l'Empire ottoman. Où il est envoyé à Van, d'abord à Kars, ensuite à Van. Il rencontre Aram Manoukian, et on va parler d'Aram Manoukian et de son rôle dans l'édification de l'Arménie indépendante. Et donc, il rentre dans le mouvement révolutionnaire arménien. C'est un révolutionnaire, il vit en clandestinité pendant toute l'époque du sultan rouge. Bon, Rouben Derminassian, son nom ne dit rien en général au simple aujourd'hui français, ni d'ailleurs français d'origine arménienne. Il y a peu de gens qui connaissent le nom de Rouben et de son rôle important dans l'histoire contemporaine. Son rôle est important dans l'histoire arménienne à double titre. D'abord au titre de son action révolutionnaire, qui a organisé l'éveil et la défense des populations arméniennes de l'Empire ottoman contre la dictature sanguinaire d'abord du sultan Abdulhamid, qu'on a appelé le sultan rouge en France, qui était l'auteur des premiers massacres de masse des Arméniens en 1895-96 dans l'Empire, jusqu'à son œuvre dans l'édification de l'Arménie indépendante. Et on va parler de cet épisode-là, qui est devenue Arménie soviétique et qui est redevenue indépendante en 1981. La deuxième raison de l'importance de Rouben dans l'histoire contemporaine, c'est son témoignage. C'est un des révolutionnaires qui a eu le temps d'écrire ses mémoires. Non seulement ses mémoires d'ailleurs, mais aussi
des études géostratégiques sur l'Arménie, sur la région, sur le Moyen-Orient, le Caucase, les relations des empires avec cette région. Il a écrit donc son témoignage qui s'appelle Hayera Pochaganim Kishadaknere, les mémoires d'un révolutionnaire arménien, qui a été édité à deux reprises en français. Donc c'est un résumé parce que c'est un livre en 7 volumes qu'il a écrit sur la résistance arménienne à cette dictature, ces héros connus, mal connus, méconnus, ses martyrs, ses moments forts, son combat au jour le jour contre la dictature du sultan et ensuite des jeunes Turcs, puisqu'il a organisé la défense des Arméniens de Mouche, malheureusement qui n'a pas abouti au sauvetage des Arméniens, de tous les Arméniens de cette région, de Mouche, d'Aron, Duruperan, et enfin, le témoignage aussi sur son rôle dans l'Arménie indépendante. Voilà, donc cette introduction pour situer le personnage et l'importance du personnage de Rupen, qui dépasse bien sûr le cadre familial, parce que là, on va parler des mémoires, enfin, en tout cas de la mémoire familiale peut-être un peu, mais surtout de la mémoire, en tout cas, du rôle historique de Rupen dans l'histoire contemporaine que nous vivons encore et dont nous vivons encore les réminiscences aujourd'hui. Alors, pour présenter Rupen, je voulais entendre donc Taline Termination qui va le présenter, voilà, qui va le présenter. Merci Taline. Enfin, merci Hilda. Enfin, je vais le présenter. Je voudrais tout d'abord dire que même si je suis historienne, mon rapport avec la mémoire historique de Lupin est un petit peu particulier, mais vous l'avez très bien dit, c'est à mi-chemin entre la quête familiale, je peux même pas dire mémoire, puisque moi, je n'ai pas connu Lupin, qui est mort en 1951, donc je suis née quand même plus d'une décennie plus tard. Et, et c'est vrai que mon intérêt pour ce personnage et son rôle procède vraiment pour moitié, je dirais, à la fois de l'héritage familial et pour l'autre moitié de la démarche historique. Donc je vais m'en expliquer dans un instant. Bon, la raison est très simple, c'est-à-dire que effectivement, me sont littéralement tombés dessus euh, un certain nombre d'héritages, de documentation, de choses que j'ai ressenties comme des devoirs que je devais remplir à l'égard de mes parents, de mon oncle, de tout un tas de personnes qui ont œuvré à la postérité de l'œuvre du Loupen, y compris, comme vous l'avez dit, dans sa traduction française. Pour ce qui est d'ailleurs des historiens, je dirais que c'est un peu curieux. Loupen, vous l'avez dit, n'est pas l'objet d'un culte historique, ni en France, et encore moins en Arménie. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. L'Arménie contemporaine, d'ailleurs, qui rend, je dirais, un hommage justifié, mais finalement relativement timide, je trouve, à l'égard de Aram. Aram, qui est le fondateur de la Première République, dont on voit à la sortie du métro Hanabedoution aujourd'hui, bon, une statue qui a été érigée relativement récemment, mais cette même Affecté République d'ailleurs. d'Arménie d'aujourd'hui laisse tomber en ruine la fameuse maison d'Aram qui se trouve dans la rue Aram, etc. Donc Aram, ce fondateur de la Première République, justement, que Loupen adorait et qu'il considérait vraiment comme le véritable fondateur. Alors ça c'est une première chose, c'est-à-dire que nous avons affaire, donc j'ai un peu sur les épaules la charge d'un personnage qui est objectivement un personnage historique qui a joué un grand rôle, mais dont la postérité n'est toujours pas acquise, en tout cas dans ce qu'on pourrait appeler, je ne sais même pas d'ailleurs si ça existe vraiment, enfin le panthéon national Le arménien. récit national.
Oui, voilà. Et donc, le personnage n'est pas connu tout simplement parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis persuadée que l'histoire de la Première République n'est pas du tout connue. Et donc, ça, c'est un problème. Deuxième chose, Loupen est connu par ses mémoires, vous l'avez dit, mais en réalité, nous ne disposons pas d'une biographie complète du personnage. Ma mère, Anaïs Termination, qui n'était que comme elle disait, je ne suis que la belle-fille, qui était la belle-fille de Louben et qui ne l'a pas connue elle-même pendant très longtemps, euh, de manière assez amusée. Elle me racontait, enfin, il y a encore quelques années, la manière un peu rude avec laquelle il l'avait elle-même traitée quand elle lui a demandé de raconter. Elle lui a dit raconte, raconte. Il lui dit je n'ai rien à raconter, tu n'as qu'à lire. Donc, tu n'as qu'à lire, sous-entendu, tu n'as qu'à lire les mémoires. Mais les mémoires, donc, Hai Heraporagani Mahisha Daknere, donc les mémoires d'un révolutionnaire arménien, forment quand même une imposante série de 7 volumes, vous l'avez dit, euh, en arménien, qui ont été publiés à plusieurs. Enfin, réédités à plusieurs reprises à Beyrouth, aux États-Unis, etc. Mais enfin, bon, les mémoires en arménien dans leur version intégrale, n'importe qui ne peut pas se lancer dans cette lecture. Donc ma mère avait commencé un travail à écrire sur Lupin, mais le travail n'a pas été achevé. J'ajouterais qu'il y a une historienne allemande qui s'intéresse beaucoup, alors qui elle traite Lupin comme objet historique et non pas objet familial, comme moi j'ai tendance à le faire. C'est Elke Hartmann, c'est une historienne allemande et qui a écrit un certain nombre d'articles, pas encore d'ouvrages à ma connaissance, sur Lupin. Donc voilà un petit peu la situation de mon intérêt pour ce personnage qui fait partie, alors il fait pas partie du Panthéon national arménien, par contre il fait partie quand même du Panthéon virtuel du Tashnaktsutsun. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, je crois que c'est plutôt cet aspect-là qui peut-être le discrédite encore dans l'histoire officielle de l'Arménie d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a encore quelques années, je me suis rendue à Ispahan, dans le quartier de la Nordjulfa, où se trouvent bien sûr les clubs, les hagump du Tashnak Tsutyun. Et là, bon, j'étais quand même un petit peu intimidée parce que vraiment, on m'a accueillie comme si j'étais Oui. bon, comme si j'étais Mais il y a dépositaire un de. culte de Rouben au Tachnaksutyun, et Oui, et alors en ceux qui Iran en connaissent particulier. ses mémoires, en tout cas même ceux qui ne connaissent pas le nom de Rouben, Oui, qui d'ailleurs est souvent connu avec le titre de Pacha, parce qu'on dit Rouben Pacha, oui, il détestait ça. il détestait cette appellation. Oui. On disait Rouben Pachaï ou Chere, donc c'était quelque chose. Quand, Oui, voilà. Alors, mais c'est la mémoire du Tashnak Tuzel. Alors, justement, pour en venir au nom, donc effectivement, son état civil le fait naître Minas Terminassian, donc en Achel-Kalak, qui est aujourd'hui, vous l'avez dit, région et des villages en Géorgie. Ce nom de Loupen, c'est son surnom de révolutionnaire, auquel le titre de Pacha a été, enfin le titre, le, la dénomination de Pacha a été ajoutée bah, à l'époque où il est parti combattre dans le creuset de Kals avec ses hommes et ses fédaïs. Donc ça, c'est dans les années 1904-1905. Donc, bon, si on en est toujours à l'introduction, donc voilà, c'est un personnage dont on n'a pas, moi-même d'ailleurs, on n'a pas la totalité de l'histoire, tout simplement aussi, Hilda, mais je pense que vous le savez, tout simplement aussi parce que nous n'avons pas la totalité de l'histoire du Tashnaktsutun. Euh,
En tout cas, pas après les années 20. Et donc, cela vaudrait la peine d'écrire une biographie complète de ce personnage en allant, bien sûr, en incluant la Première République, mais aussi en allant au-delà, lorsqu'après il a fallu vivre en exil, lorsqu'après l'histoire du Tashnaktsutun s'est déployée entre les rédactions des journaux de Hussaper, du Caire, Heidelberg, à Boston, etc., si je ne fais pas erreur. Donc dans les années 20-30, et pourquoi pas aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, où justement Rupen et quelques autres vieux compagnons du Tashnaktsutun, comme Orhan Janian, ou même la célèbre Rupina, se trouvaient au Caire. Et eh ben, c'était là où se trouvait Rupen, puisque Le mon bureau du propre Tachkent père. à l'époque se trouvait en Égypte. Alors voilà, Le donc centre du ça fait Tachkent était en partie, Égypte. si vous voulez, des grandes, comment, enfin, je veux dire, ce sont les grands blancs qui se situent dans l'histoire du Tashtag-Tsutsune. Il se peut que dans les années qui viennent, ces pages blanches finissent par être comblées. Je suis justement en contact avec les archives du Tashtag-Tsutsune à Boston, et je crois qu'en ce moment, vraiment, le conservateur fait preuve d'une très grande bonne volonté, ce qui contraste évidemment avec les décennies précédentes, euh, bon, voilà, pour essayer de mettre à la disposition euh, les archives du parti que je ne suis jamais allé visiter, mais vraiment, ça vaudrait la peine de former. Deux ou trois historiens qui soient capables de lire couramment l'arménien et euh, d'aller dans les archives du parti voir ce qu'il y a exactement. Donc en fait, euh, effectivement, la biographie de Loupen est quelque chose d'absolument passionnant parce qu'on a cette trajectoire. Donc depuis, vous l'avez dit, la naissance à Kalak, puis la formation au collège religieux d'Etchmiadzin. Alors, Anaïs Termination, ma mère faisait toujours remarquer qu'après tout, dans cette partie de sa biographie, la vie de Loupen ressemble presque à celle du futur Staline, puisque vous savez que Il est Joseph passé par un Djougashvili, lui monastère. aussi, a été éduqué dans un séminaire des fins fonds des montagnes de Géorgie. Donc il y a un certain parallélisme, quoi, deux jeunes caucasiens qui vont devenir des révolutionnaires. Puis alors ensuite, évidemment, les trajectoires se divergent totalement. Donc, vous avez manqué quelques étapes dans sa biographie. Il va bon, à Etchmazin, ensuite il fait un bref passage au collège Lazarian, à l'Institut Lazarev de Moscou, qui était l'institut des langues orientales de Moscou, qui est aujourd'hui, je crois, désormais le siège de l'ambassade d'Arménie à Moscou. Et puis, il a fait un passage aussi en Sibérie, puisqu'il s'inscrit à l'Institut polytechnique de Tomsk, donc en Sibérie, où là, il entreprend des études de physique-chimie, bon, qu'il n'achèvera jamais. Mais récemment, Il justement, reprendra, je crois, à Genève oui, après oui, 1908. oui, c'est ça. Et là Il encore, réabandonnera parce de qu'on l'a manière rappelé au extrêmement pays. fluctuante, parce que ma mère, justement, s'était intéressée à ça. Et bon, elle a eu beaucoup de mal à trouver les traces de son passage à l'Université de Genève. Donc, je pense que, comme beaucoup d'étudiants originaires de l'Empire russe, il devait beaucoup plus s'occuper d'affaires révolutionnaires que de remplir ses devoirs vis-à-vis de l'université. Parce que Genève et les bords du lac Léman, à cette époque-là, c'était le carrefour de la révolution, quoi. De tous les révolutionnaires du Tous les monde. révolutionnaires, en tout cas venus de l'Empire russe et de l'Empire ottoman aussi. Donc, bon, voilà. Et effectivement, alors il y a un court moment où il s'est engagé, comme vous l'avez dit, dans les troupes cosaques
alors, prétexte pour lequel il interrompt ses études, mais en fait, il déserte au début de la guerre russo-japonaise, donc ça, c'est en 1904, et c'est à ce moment-là qu'il va retourner au Caucase, s'engager dans les rangs de la fédération Tashnak-Tsutyun, puis rejoindre, eh bien, comme tous ceux, tous les révolutionnaires Tashnak qui en ont fait le vœu quasi religieux, rejoindre ce qu'on appelle le creuset de Kars. Kars, alors, Kars, Alors, à qu'est-ce que cette ça veut dire époque, le creuset de Kars? alors, Peut-être le expliquer. creuset de Kars, de ce que je comprends, c'est le creuset révolutionnaire. C'est-à-dire, Kars, à cette époque, c'est l'Empire russe. Alors, Mm. déjà, il faut faire un effort mental, puisqu'aujourd'hui, c'est en Turquie, mais à l'époque, depuis 1878, les vilayets de Kars et Ardahan ont été conquis par la Russie. Le Mm. creuset de Kars, c'est, à mon avis, une espèce d'avant-poste où les révolutionnaires vont se former, s'entraîner dans cette région de Kars qui est donc la plus proche de la Turquie et de l'Empire ottoman. Et de là, après, j'imagine une époque probatoire de Kals, ils vont passer de l'autre côté et se trouver dans l'Empire ottoman. En fait, Rupen décrit tout ça très bien au début de ses mémoires et on le trouve aussi, bien sûr, dans la version française des mémoires d'un partisan qui ont été justement réédités aux éditions Tadet. Il faut vraiment saluer la très belle initiative de Valoujan, euh, de Valoujan Avedissian, le directeur Mm. des éditions Tadet, d'avoir réédité cette version française, mais qui n'est constituée enfin, que des meilleurs fragments, hein. Il n'y a pas la version intégrale. Mais en tout cas, voilà comment comment Rupen décrit le creuset de Kars. Il dit, donc c'est là que se rassemblaient ceux qui étaient, dit-il, destinés au sacrifice, c'est-à-dire, vous le savez, c'est le terme même de Fédaï, le sacrifié. Sacrifié. Non, ceux qui étaient destinés au sacrifice pour la nation, c'est-à-dire les militants, les combattants et ceux qui allaient au pays, c'est-à-dire au Yelgiz, c'est-à-dire l'Arménie ottomane. Enfin, le Yelgiz, c'est le Herménistan des Turcs, c'est-à-dire en fait l'Arménie historique, qui Mhm. ne se trouve pas au Caucase, d'où il venait, qui n'est pas l'Arménie russe, mais qui est Appelée aussi l'Arménie Arménie ottomane. occidentale, euh, Voilà. Bon, Arménie alors turque, pour plein de Arménie raisons, mais que lui occidentale, appelle le Yelgi, et qui face à donc, l'Arménie russe. voilà, et qui était soumis, donc, dit-il, il poursuit à des règles particulières. Donc, dans le creuset de Kals, on devient en quelque sorte euh, oui, comme si on avait fait un vœu monacal, hein, de service à la La nation. nation. Et alors, il le décrit comme quelque chose de monacal. Il ne devait pas posséder de biens. Il devait rompre avec la vie séculière, c'est-à-dire avec la vie, la vie dans le siècle, donc devenir quasiment des moines. Alors, c'est quoi la vie séculière? C'est la famille et les femmes, bien entendu, donc vœu de chasteté, comme un moine, se tenir loin des plaisirs et vivre avec les plus pauvres. C'est donc ainsi, avec cette morale, on peut dire, ascétique, que Rupen donc, rejoint ce creuset de Kars et j'imagine parce que bon, il est jeune ou il a une certaine éducation, enfin je ne sais pas très bien en tout cas comment, mais il s'impose assez vite comme un chef de bataillon de Sefedaï et Sefedaï le vénère en Alors, l'appelant Baron. Taline, je Il voulais devient, interrompre 2 secondes oui, cette progression dans l'histoire de Lupin pour rappeler un peu euh, les circonstances historiques euh, où se trouve
les populations arméniennes de l'Empire ottoman à l'époque. oui. Pourquoi cette révolution? Parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs pourquoi cette révolution, pourquoi il y a eu ces mouvements révolutionnaires, parce qu'il y a eu le parti Hunchakian d'abord, ensuite le parti Armenagan d'abord, qui n'étaient pas des révolutionnaires, mais c'était tout de même une tentative d'organisation des Arméniens contre la dictature et contre la dictature sanguinaire qui voulait éliminer les Arméniens de cette région, déjà à l'époque du sultan. Ensuite, le parti Hunchakian, ensuite le parti Tashnaktsutsun. Et pourquoi ces mouvements révolutionnaires et quel était le but? Parce qu'on a parlé du creuset de Kars, mais il y avait aussi le passage par des armes pour armer les populations arméniennes contre les exactions quotidiennes des villageois arméniens, par les Tchétchènes, par les Kurdes, Le soutenus par le but, gouvernement central, le etc. but, bien entendu, bien, vous avez raison de le rappeler, il s'agissait de participer à l'autodéfense par des moyens militaires et par l'adjonction et l'entraînement de ces bataillons de Fédaï, donc de participer à l'autodéfense de la population arménienne du Yelgiz, qui depuis plusieurs décennies était l'objet d'une oppression grandissante de la part du pouvoir ottoman, mais le pouvoir central ottoman était relativement éloigné. Et qui usait des intermédiaires kurdes ou de la police locale, enfin de toutes sortes de moyens pour euh, opprimer la population arménienne. Il y avait plusieurs choses. Il y a à la fois la politique anti-arménienne du sultan sanguinaire, du sultan rouge de Abdulhamid, etc. Mais il y avait aussi ce phénomène de harcèlement des populations arméniennes qui étaient de plus en plus en contact avec les populations musulmanes hostiles, les tribus kurdes dans la montagne, les Turcs dans la plaine. Et donc, et donc la vie au Yelgiz devenait impossible. Et l'arrivée Et la grande massive question d'ailleurs, c'était qu'elle devenait tellement impossible que les Arméniens partaient. Donc le Yelgiz, c'est quand même une de l'idée. problématique qui est très contemporaine pour nous. Le Yelgiz était en train de se vider. Et donc les Voilà. Bantourtes Donc, partaient à je Constantinople, rappelle etc. tout de même la présence c'est l'arrivée massive des Tchétchènes, des Tcherkesses, des Oui, Tchétchènes, etc., à la suite de la guerre, oui, de la guerre avec les 1800, Russes, oui. et qui considérait que les Arméniens chrétiens pourraient être des alliés des Russes parce qu'ils étaient simplement parce qu'ils étaient chrétiens, et qui participaient largement à cette oppression des populations arméniennes paysannes de cette région. Oui, tout s'enclenche. C'est comme une pièce de puzzle, hein. Si on fait l'effort de se mettre dans le point de vue de ces Tchétchènes et de ces Circassiens qui eux-mêmes euh, avaient été opprimés dans le cadre de l'Empire russe et qui donc étaient attirés par l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman était un empire musulman, ces gens-là effectivement, comment, mécaniquement arrivait de l'Empire russe vers l'Empire ottoman. Ça faisait donc un surplus de population musulmane Qui était euh, armée, qui était armée. armé et pas du tout et très violent dans ce Yelgiz où les Arméniens se trouvaient de plus en plus euh, opprimés. Mais cette oppression, elle était objective. Ce que je veux simplement faire comprendre, que ça n'est pas simplement comme ça l'action du sultan, c'est aussi les chassés croisés de population entre les deux empires qui finissent par créer cette situation. Et donc, les Tcherkesses et les Circassiens, les Tcherkesses, pardon, c'est la même chose que les Circassiens, mais et aussi les Tchétchènes, évidemment, eux avaient fuyé la, avaient fui, excusez-moi, la tutelle de l'Empire russe et voyaient dans les Arméniens des alliés objectifs de l'Empire russe. Donc, vous voyez qu'une mécanique absolument infernale s'était donc mise en place. Mhm. Alors, on a parlé du creuset de Kars avant d'arriver, mais il faut aussi noter en tout cas le passage des armes
qui était une constante de Oui. l'arrivée des Fédaïs au Yevgir, c'est-à-dire en Arménie de l'Empire ottoman, le passage des armes, non pas par Kars, mais cette fois par l'Iran. Parce qu'on envoyait des armes pour que les paysans arméniens puissent se défendre, hein, avec l'aide des Fédaïs qui venaient, les groupes de Fédaïs qui venaient. Et donc, cette histoire de passage des armes par la frontière iranienne à l'époque, je ne sais pas si l'Iran était au courant, si la police iranienne était au courant, mais il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui se faisaient arrêter et par la police iranienne et par les Russes quand il y avait donc pénétration de ces régions par Ah, les Fédaïs. la question de l'Iran, euh, c'est tout simplement que là encore, le passage des armes était favorisé par le fait que l'Iran lui-même est rentré. En fait, les trois empires vont rentrer en révolution. Et l'Iran lui-même connaît à partir de 1906 jusqu'en 1911-1912 le courant qu'on appelle la révolution constitutionnaliste. Parmi les leaders de cette révolution constitutionnaliste iranienne, il y a des figures comme Yeprem Khan, des Arméniens, qui ont joué un rôle important et qui déjà ont pris les armes dans ce contexte. Donc en fait, comme les trois empires sont rentrés en révolution, vont rentrer en révolution les uns après les autres, donc l'Iran en premier, mais la Russie aussi, parce qu'il y a quand même une première révolution aussi en 1905, et puis bientôt la Turquie avec la révolution de 1908. Donc, en fait, le fait que les Arméniens se situent à la croisée de ces trois empires qui, les uns après les autres, euh, rentrent dans une ébullition révolutionnaire, on imagine bien, même si je ne connais pas le détail, que, évidemment, tout cela favorisait la porosité entre les frontières, le passage des hommes, comme on l'a dit tout à l'heure, donc de l'un à l'autre, de la Russie à la Turquie, de l'Iran à la Russie, enfin bon, etc., et de l'Iran à la Turquie également, et avec eux les armes nécessaires à l'entreprise révolutionnaire à laquelle va participer Loupen. Euh, bon, bien sûr, on ne peut pas s'apesantir sur les épisodes de la vie de Rupen. Rupen, donc, euh, 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 passe en 1909, donc, bon, la période révolutionnaire, quand il rentre Yevgi. Ensuite, il y a la révolution jeune turque. Il y a une alliance entre le Taşnak-Sutyun et je ne sais pas quelle est la position de Rupen d'ailleurs vis-à-vis de cette alliance. Alliance entre le Taşnak-Sutyun et les jeunes Turcs qui combattaient le sultan russe, turc, pardon, le Oui, sultan alors Abdülhamid. Et c'est un l'idée, peu c'était, difficile. bien entendu, de créer un empire où les peuples auraient les mêmes droits, égalité des droits, égalité de traitement, puisque jusque-là, les Arméniens étaient j'allais dire des sous-sujets, ce n'étaient pas des citoyens, c'était des Oui, sujets de l'Empire. a- alors, Et l'idée, donc, c'était une révolution pour créer un empire avec des populations qui auraient le même statut, en tout cas, dans l'empire. oui, parce qu'au début au moment de la révolution de 1908, et alors vous dites, je ne sais pas quelle est la position de Loupen, mais justement dans les mémoires euh, que nous avons mentionné, et y compris dans la version française, donc je répète, rééditée par les éditions Tadé, une partie importante est consacrée au problème des relations entre les Dashnak et les jeunes Turcs de l'Ittihad. L'Ittihad, c'est le comité Union et Progrès. Alors c'est difficile à comprendre aujourd'hui parce que rétrospectivement, évidemment, nous savons ce qui s'est passé ensuite en 1915. Mais l'Ittihad de 1915, les jeunes Turcs de 1915, ne sont pas les mêmes jeunes Turcs de 1908. Et ceux qui font la révolution en 1908, eh bien, euh, leur action aboutit à
au renversement du régime hamidien. Nul ne pouvait savoir que ces jeunes Turcs, qui effectivement étaient animés par l'idée de la régénération de la nation turque, mais nul ne pouvait savoir que ce renversement du régime hamidien aboutirait à créer finalement un régime ultranationaliste qui prendrait, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, les dispositions que nous savons. Donc, au début, bien sûr, Rupen consacre des pages. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas le début, parce que toute la première partie des mémoires concerne la période 1905-1908, donc l'époque de ces actions dans le Yelkij, mais il consacre aussi des pages à ce thème, aux relations entre le Tashnaktsutiyun et, euh, et le comité Union et Progrès. Et alors là, bon, il explique beaucoup de choses qui sont très intéressantes, qu'on peut parfaitement comprendre aujourd'hui. Tout d'abord, le fait que ces hommes, donc ces bataillons de Fédaï, son bataillon de Fédaï, il y a des choses extraordinaires, hein. Je n'ai pas le passage en tête, mais je peux le rechercher à nouveau. Euh, le bataillon ne comprend pas pourquoi il faut se désarmer, Rendre puisque, les armes. Mm. voilà, rendre les armes. Euh, et, euh, et il exprime enfin, si vous voulez, je rechercherai tout à l'heure, enfin, dans des termes extraordinairement naïfs et touchants, à la fois leur incompréhension et leur crédulité sur des événements qui se déroulent à Constantinople, c'est-à-dire enfin à des centaines de kilomètres de là et dont ils ne savent rien. Euh, Mais non, en donc 1914, sur le terrain, ce que je veux dire, c'est que Loupen a du mal à persuader ces hommes que à cause de la révolution de 1908, il faut se désarmer. Mais d'autre part, rétrospectivement, je vais vous retrouver le passage dans un instant. Eh bien, Loupen est persuadé qu'il fallait ou qu'il aurait fallu mieux accompagner l'Empire ottoman dans son effort de réforme constitutionnelle. Et, euh, et donc, bien sûr que au début, il y a une collaboration, mais il pense que ça aurait dû être mieux fait, que le parti Tachnak aurait dû être plus impliqué dans cette logique de dialogue qui, seule, selon lui, aurait permis de donner une visibilité et une représentation des minorités non musulmanes, donc dont les Arméniens, bien sûr, dans l'hypothèse où l'Empire ottoman serait devenu un empire, euh, je ne sais pas, enfin un empire fédéral, ou en tout cas accordant une certaine représentativité à... oui. Mais euh, enfin, donc en 1913, lorsque le Tashnak-Tutun donne l'ordre à Roupen de revenir au pays, il vient au Yehudi et il se rend compte qu'il est déjà trop tard. ah oui, en 1913, Avec, il est bien sûr, hein. avant même l'entrée de l'Empire ottoman dans la guerre, avant même le génocide, donc pratiquement 2 ans avant, il se rend compte, il sait que c'est déjà trop tard et que le régime jeune turc était devenu un régime pratiquement plus dangereux que le régime du sultan qu'il a combattu, et en tout cas pour les Arméniens. Oui, alors bon, alors bien sûr, alors là, excusez-moi, je replonge dans le passage. Alors en même temps, bon, peut-être que j'ai été un peu trop loin dans mon analyse, parce que là, je vois page 252 qu'il écrit la chose suivante. En 1908, on voyait déjà combien était naïve l'idée que la Constitution et la collaboration avec l'Ittihad mettraient fin à l'oppression et que les Arméniens allaient retrouver leurs terres et leur position nationale grâce aux réformes obtenues avec l'aide des comités turcs, mais que les revendications arméniennes spécifiques, telles que l'autonomie locale, seraient un danger pour les Arméniens et un nouvel obstacle à la révolution turque. Bon, il a, disons, des positions, bon, c'est extrêmement développé, c'est peut-être un peu difficile de les résumer de cette manière-là, mais enfin, en tout cas, en tout cas, euh,
voilà ce qu'il écrit à propos. Alors là aussi, il écrit cette chose, voilà, que j'essaie de vous expliquer il y a un instant. Il dit, il est facile d'être sage après coup. Donc, c'est-à-dire, oui, il écrit ses mémoires après, mais il faut le dire, cela sera peut-être utile dans l'avenir. Il me semble maintenant, alors je ne sais pas à quelle date exactement il écrit ça, mais il me semble maintenant que si en 1908, la FRA d'Architecture avait vraiment été prête à accepter l'idée de libération et d'union des peuples de l'Empire en devenant elle-même un parti ottoman. Ça, c'est extrêmement intéressant. Parce Oui, qu'en oui, effet, oui. Oui. euh, c'était un parti qui venait de l'Empire russe, quoi. Donc, elle aurait exercé une D'une influence part, et d'autre décisive. part, il me semble, Tallinn, Attends, que oui, Rouben Deminassian a prôné une fédération avec les Kurdes. oui, Il attendez, y a ça c'est eu plus des tard. tentatives avec les Kurdes aussi pour Oui, créer plus tard. Ça c'est en justement. 1927. Oui, c'est le Khoïboun. Non, non, Euh, non, avant, pardon, oui, excusez-moi. alors bon, enfin, il finit en disant si elle, donc en devenant elle-même un parti ottoman. Le mot important, c'est vraiment parti ottoman, parce que en fait, le parti Tachnak était un parti exogène qui Mm, était venu dans l'Empire ottoman faire de la subversion. mm, Elle aurait exercé une influence décisive sur l'Ittihad, dit-il. Pour conserver le pouvoir, celui-ci eût été contraint d'abandonner son pan-ottomanisme de façade pour une politique concrète de fédération des peuples ottomans. mm, Ça, c'est très important, cette phrase. Et donc, mm, il poursuit en disant la FRA aurait dû s'assigner pour objectif d'élargir la révolution en appuyant les revendications de classe, en particulier de la paysannerie, sans distinction de nationalité. Elle aurait dû lutter pour la suppression des grandes propriétés, l'interdiction des usuriers et des salafjar. Les salafs, c'est les, enfin les usuriers, oui, mm, le retrait de l'armée, le renforcement de la gendarmerie, l'autonomie culturelle locale, la décentralisation administrative, la non-intervention des puissances étrangères et par voie de conséquence l'affaiblissement des tendances séparatistes. Bon, mm. non, là, il le dit, alors sans doute plus tard, mais il dit que la FRA a loupé le coche à ce moment-là. Et qu'évidemment, le fait d'avoir loupé le coche après la révolution de 1908, eh bien, les Arméniens l'ont payé très cher, comme vous le savez. Alors, bien sûr, personne ne savait qu'il y aurait en plus la Première Guerre mondiale, mais tout ça, c'est quand même soldé par le génocide. Donc, le prix de cette. Enfin, à l'arrière-fond de cette pensée, bien sûr que lui sait bien quel prix les Arméniens ont payé Bien sûr. toute cette Euh, affaire. je crois qu'à ce rythme, on ne va pas avoir le temps de parler de l'Arménie indépendante et de son rôle Mais dans si, le mais développement. si, Moi, je propose qu'on termine cette période ottomane aussi, donc la pensée politique européenne sur la question de l'Arménie yevguive, de l'Arménie historique et de l'Arménie occidentale. Et on fera probablement une deuxième émission, je crois, très bien. Et même une parler troisième sur de un son autre. rôle, parce qu'il nous reste à peu près 10 minutes, donc on va peut-être conclure cette période-là et on fera une deuxième émission sur le rôle important qu'il a joué. Alors je voulais, dans l'Arménie indépendante, dans l'édification de l'Arménie indépendante et puis dans le fait de créer une Arménie avec des habitants arméniens, parce qu'il y avait aussi la question des Tatars qui vivaient en Arménie et Bien sûr. qui représentait un danger pour l'édification d'un État national arménien. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc j'insiste, c'est à l'époque où il était à Mouche qu'il avait essayé de créer des liens avec des tribus kurdes. Et je me souviens, je ne peux pas vous dire quand, où, dans quelle partie de ces mémoires, je me souviens de l'épisode où il crée des relations personnelles avec un jeune chef kurde et quelque part, il se rend compte dans ces relations qu'il y avait un tel décalage, j'allais dire socio-culturel, entre les Arméniens et les Kurdes. Il y avait un tel décalage, les Kurdes étaient dans une situation où ils ne pouvaient pas comprendre les idées du progrès, de l'égalité, en tout cas ce que les prônaient les révolutionnaires arméniens à l'époque, qu'ils disaient ce n'est pas possible
Ce n'est pas possible parce que même s'il y a des relations amicales entre nous deux, il y a des tendances lourdes dans la société kurde qui étaient, constituées d'achirets, c'est-à-dire de tribus, Oui. avec un chef de tribu, etc., alors que les Arméniens prônaient dans l'Empire ottoman l'égalité entre les populations. Donc il y avait un tel décalage, j'allais dire culturel, de niveau culturel et j'allais dire, d'avancées culturelles et sociales et en termes de connaissances, etc., à un moment donné, il considérait que c'était impossible ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire le décalage, attendez, en fait, ce qu'on voit quand on lit les mémoires de Loupen, le décalage, il existe aussi entre lui, qui est un garçon, bon, enfin, éduqué, je veux dire, même s'il n'a pas fini ses études nulle part, hein, et ces hommes. Et il en parle avec une telle tendresse, il est tellement émerveillé de ce mémoire enfin, je sais pas, enfin, qui vient du fond des siècles, tout ce que raconte les fédaïs sur le pays, etc. Enfin, il a quand même aussi du mal à faire, enfin, il n'a pas du mal, mais il y a quand même un décalage important entre Mais alors, je lui voulais et la associer à tête de ceci, ses et ce qu'il appelle la tête de Méphédaï, il continue à l'appeler le baron, hein. Donc ça prouve le je décalage. voulais, Après, je lui, voulais lire ce petit passage oui, qu'il a signé avant le premier volume, enfin au début du premier volume des mémoires d'un oui, révolutionnaire arménien. Je vais le dire en arménien et puis on va peut-être dire en oui, deux ce que cela veut dire. Alors, et c'est là qu'on voit qu'il a une tendresse infinie pour ces gens qui ont oui. combattu, qui sont morts pour la libération de leur peuple. C'est հիշածս եւ չհիշածս անունները կներկայացնեն այն սերունդը, որ իր զոհաբերությամբ, իր հեղափոխական խառնվածքով, իր բարոյական ըմբռնումներով մեկ անգամ միայն ծնավ մեր կյանքի մեջ եւ երկրորդ անգամ այլևս աշխարհ չտեսավ։ Անոնց մի ոմանք միայն հիշեցի, բայց ուրիշ շատ են, երբ կարելի լինի, պետք է դալ անոնց բոլորի նկարակիրը, որովհետև անոնց մի ոմանք հայոց կյանքի մեջ վրժական թև կատարեցին եւ շատ սերունդներ տեսա, alors c'est ce passage-là, եւ շատ սերունդներ տեսա դարբեր վայրերու մեջ, բայց այդ սերունդին համն ու հոդը դարբեր էր, ինչպես Արգամեդի խնձորինը, թեգուզ մեջը որդինգած լինի։ Donc il signe ce passage où il dit le goût et le parfum de cette génération étaient Était sans uniques, égal. sans égal, et ce goût et ce parfum ressemblaient au goût et au parfum la pomme d'Ardamet, même s'il y avait des vers dedans, même si ces pommes avaient des vers dedans, et c'était une génération Non, extraordinaire mais c'est ce qui fait qui justement n'aura pas une deuxième fois. l'intérêt de ces mémoires, c'est la description de ce Yelgi, de ces populations, de ces hommes, etc. Alors maintenant, c'est vrai que Loupen a fait de la politique tribale, ben forcément, puisqu'il est à la tête de cette petite troupe de fédaïs qui sont là à parcourir les montagnes. euh, toujours à la recherche, bon, enfin d'abord de quoi manger, de quoi survivre, combattre lorsqu'il le faut, et puis aussi, pas seulement combattre, établir des relations avec, comme vous le disiez, euh, les chefs, ou pas les chefs d'ailleurs, mais enfin en tout cas les patrons kurdes du lieu. Et puis plus tard aussi, il parle avec les Turcs. Il est tout le temps en train, en fait, de faire de la politique, une certaine forme de diplomatie avec les patrons du lieu, qu'ils soient kurdes ou turcs, il sait en général trouver des interlocuteurs. Et il le fait bien sûr dans un but politique, ce qu'on verra évidemment à l'œuvre plus tard, lorsque devenu un homme évidemment plus avancé en âge, il va se retrouver mêlé de près à l'histoire de la première République d'Arménie. Mais si j'ai bien compris, Hilda, nous en ferons Bien, on va faire une une deuxième émission, une Taline, deuxième sur édition la de République notre émission. indépendante et ses acteurs, et notamment l'action de Loupen
dans l'édification et le renforcement, parce qu'en quelques années, en 2 ans et demi, il a fallu créer une république à partir du néant. Oui, Et une le rôle république de et un Rupen territoire. voilà. Le rôle de Rupen est essentiel dans cette, bien entendu, aux côtés d'Aram Manoukian, dont on parlait aujourd'hui, de la non-reconnaissance dans le discours national arménien, de la non-reconnaissance ou du peu de reconnaissance, et alors Rupen totalement de la non-reconnaissance par j'allais dire, la conscience politique arménienne d'aujourd'hui, du moins. Oui. Merci, Taline, pour Merci, ce Hilda. premier entretien sur le personnage de Rupen Devminassian. Et donc, nous continuerons cette conversation à une autre occasion, probablement à la prochaine Oui, émission de Adèle. nous aurons de quoi discuter. On a oublié de mentionner le fait que récemment, mais nous en reparlerons, Lupin a fait l'objet de nombreuses rééditions, pas seulement en français, mais aussi en arménien, euh, en Le édition de... dernier ouvrage, il semblerait qu'il y ait, alors c'est Hayastan Ashkarakagan Irabijagadashochanum. En fait, c'est un titre qui a été donné à un livre qui portait un autre titre avant, c'est Hayastan Mich Samakain Janabarneuvra. Donc, Voilà, au à carrefour des l'origine, c'était voilà, l'Arménie au carrefour euh, grandes voies des, continentales, hein. voilà, des Voilà. grandes voies Donc ça, continentales. c'est l'ouvrage effectivement de géopolitique, mais on parlera aussi, si vous le voulez bien, la prochaine fois, de cette édition nouvelle, alors vous voyez Bien, très maniable, destinée au grand public et aux enfants, qui donc Rupeni Hushele, alors en édition expurgée, enfin expurgée. euh, Comment simplifié. dire, enfin simplifié, mais alors en plus en petits volumes de poche, vous voyez, très maniable. Il y en a 7 ou 8, je les ai. Non, enfin, c'est une édition encore en cours. Là, j'en ai 4 volumes. Ça a Et été je vais vous fait à l'initiative de Arin Kaloustian en souvenir de son mari. Serge Kaloustian, qui est mort il y a une dizaine d'années à Beyrouth et qui devait être un admirateur de Lupin. Enfin, bon, toutes sortes d'initiatives récentes ont été prises aussi bien dans le domaine de la traduction et de la réédition, qui montrent que, en dépit de ce que vous avez dit sur le fait que, oui, il est un peu oublié dans le panthéon des grands hommes de l'Arménie d'aujourd'hui, mais pas dans toutes les mémoires. Et donc, ceci justifie bien sûr les émissions que nous lui consacrerons. Merci Taline et à la prochaine rencontre pour compléter ce portrait de Rupen Termination. Merci.